Bienvenue à la médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme pour cette nouvelle séance de Livre et MAM. Donc moi je me présente, je suis Norig Neveu, je suis chargée de recherche à l'Institut de recherche et d'études sur les mondes musulmans, les mondes arabes et musulmans, d'ailleurs l'IREMAM, donc qui est un laboratoire qui est à la fois affilié au CNRS et à l'Université Aix-Marseille, qui est donc basé dans cette MMSH, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui organise du coup ce cycle qui s'appelle Livre et MAM, qui est un cycle d'entretien organisé donc, en collaboration avec la médiathèque de la MMSH. Et l'idée de ce cycle, c'est de faire venir et d'interroger des auteurs d'ouvrages scientifiques récents qui portent sur les mondes arabes et musulmans. Donc aujourd'hui, on est très content d'accueillir Laura Ruiz de Elvira, qui est chargée de recherche à l'IRD, en livre Sahar Sardenia, qui est postdoctorante Marie Curie à l'ULB, pour nous présenter leur livre qui s'appelle Les mondes de la bienfaisance, les pratiques du bien au prisme des sciences sociales. C'est une publication donc, qui date de 2020, donc l'année dernière, aux éditions CNRS. C'est un ouvrage collectif qui regroupe 14 contributions avec une introduction très solide et aussi des introductions de parties qui visent à mettre en perspective un petit peu ces différentes contributions, parce qu'on a une proposition qui est faite par les deux coordinatrices de l'ouvrage de réflexion pluridisciplinaire sur la question de la bienfaisance et une approche sur le temps long. Et donc pour discuter de cet ouvrage, on a aussi l'un des contributeurs, donc Antoine Perrier, qui est parmi nous, qui est également donc, chargé de recherche à l'IREMAM. Donc je vais commencer à vous poser quelques petites questions pour vous permettre de nous présenter ce volume collectif. La première, c'est peut-être un petit peu un retour sur votre démarche. Dans l'introduction de l'ouvrage, vous posez la question, en tout cas vous indiquez que vous voulez porter un regard nouveau, novateur, sur la question de la bienfaisance, qui est appréhendée dans votre perspective, telle que vous le posez, comme une manière aussi, comme une manière de lire des remises en cause, des recompositions de l'ordre social dans des sociétés données, à un moment donné, sur des territoires donnés. Donc ma question c'est, est-ce que vous pouvez revenir à la fois sur le choix que vous avez fait du terme de bienfaisance découpé en deux parties, donc bienfaisance, et puis revenir un petit peu sur l'approche relationnelle que vous proposez toutes les deux. Donc peut-être Laura d'abord et puis ensuite Sahar en ligne. Merci d'abord de nous avoir invités, de nous donner l'occasion de présenter cet ouvrage. Merci aux organisateurs de Livre et MAM et en particulier à Thomas qui est en train de lutter avec les caméras. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous. Donc, les termes, et merci à Antoine aussi d'avoir accepté de nous accompagner. Donc, pour nous, les termes des bienfaisance sont en deux mots liés par un tiret et les résultats d'une réflexion collective qui a été entamée en 2017. En 2017, Sahar et moi, on avait organisé une journée d'études ici à l'IREMAM, qui ensuite s'était prolongée par un séminaire à l'UHESS en 2018-2019 avec Leila Drif, Nathan Jobert, Erwin Fleureau et Sylvain Bordiec, qui sont des contributeurs de l'ouvrage aussi. Et enfin, nous avons cet ouvrage collectif qui en est issu et qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, nous avons beaucoup débattu sur la terminologie que nous allions employer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Aussi pour les titres, un tiré, pas des tirés, et aussi en dialogue avec les auteurs. Et donc, pour nous, bienfaisance est une formulation qui invite à mettre l'accent sur ce que nous appelons les pratiques du bien, le faire au nom du bien, pour les biens, et c'est quelle que soit la définition du bien mobilisé par les différents acteurs. Et ce pas des côtés nous permet d'appréhender ensemble la diversité de ces pratiques qui sont normées et éminemment politiques, la charité, la solidarité, la philanthropie, les maraudes, etc. Donc des pratiques qui sont généralement travaillées séparément dans la littérature. Et nous, ce que nous proposons, c'est que l'ouvrage propose, c'est de travailler ensemble ces pratiques, de circuler dans différents mondes de la bienfaisance autour des trois grands questionnements, qui sont les trois parties de l'ouvrage. Donc, la première qui est introduite par Myriam Katus
qui explore les représentations, les contours et les mots de la bienfaisance, questionnant en creux la pertinence de ces catégories analytiques qui classent les différentes pratiques de manière selon des typologies étanches. Et donc cette partie, elle interroge aussi les enjeux autour de leur définition et illustre comment ces pratiques voyagent sur les différents terrains et contextes enquêtés. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est introduite par Élise Massicard, qui s'intéresse aux pratiques du bien au prisme des échanges quotidiens entre les multiples acteurs qui les investissent. Et enfin, la troisième, qui est introduite par Blandine Destremont, qui analyse de façon diachronique l'inscription des pratiques du bien dans les champs de l'aide sociale et de la prise en charge des besoins. Je me joins en remerciement pour cette invitation et aussi plus généralement le soutien de l'IREMAM, c'est l'organisation des journées de 2017 jusqu'à la publication de cet ouvrage. Et ce temps long, en fait, de 2017 à aujourd'hui, nous a joué un rôle quand même assez important, puisque ce qui nous est apparu finalement très riche dans cette expérience éditoriale, dans ce travail éditorial, c'est ce dialogue interdisciplinaire que tu as mentionné, Norik, ce dialogue interdisciplinaire, multisitué sur les pratiques du bien, et ce que la construction et le maintien de ce dialogue interdisciplinaire et multisitué a impliqué, a permis de soulever en termes de nouveaux questionnements. Et c'est dans cette perspective en fait que s'inscrit notre approche, ce qu'on appelle l'approche relationnelle de la bienfaisance que l'on propose. Donc, tout d'abord, cette approche relationnelle fait référence pour nous à la diversité des mots, des pratiques et des arrangements qui forment ces mondes de la bienfaisance. Et comme l'a rapidement mentionné Laura, en fait, on a différentes parties de l'ouvrage qui mettent chacune un peu le projecteur sur l'un des termes de ce triptyque que je viens de dénoncer, alors qu'en réalité, comme le rappellent constamment les différentes contributions de l'ouvrage, les différents termes de ce triptyque sont indissociables, sont toujours liés. Une autre dimension inhérente à cette approche relationnelle qui est au cœur de notre ouvrage, et qui nous semble en fait essentielle, c'est comme le souligne Myriam Catius dans son introduction de partie, lorsqu'elle dit que l'acte de bien est en soi un acte de lien. Et en fait, en disant cela, elle rappelle, comme le font tous les chapitres, bien que faire le bien oblige dans un ensemble de relations, dans une économie morale, des bénéficiaires, des bienfaiteurs, des intermédiaires, tout en distinguant et en distanciant socialement ces différents acteurs. Donc, faire le bien produit des appartenances, produit des relations. Et donc, faire le bien, c'est aussi étudier faire le bien, c'est regarder tous ces échanges quotidiens qui se déploient entre ces acteurs multiples et étudier, analyser, voir comment ces échanges quotidiens sont traversés par des relations de pouvoir, des rapports de domination, des relations de dépendance. Et donc, ce que font les différents contributeurs et contributrices de notre ouvrage, c'est de mettre au jour, d'expliciter ces rapports et de voir comment ces rapports à géométrie variable, comment dans ces rapports, faire le bien et renégocier, redéfinir, que ce soit au niveau de son contenu, qu'est-ce que ça veut dire, que veut dire faire le bien, de sa forme organisationnelle, comment on fait le bien, ou de son degré de professionnalisation, par qui est fait le bien et à nouveau comment ces acteurs font le bien. Et donc, pour résumer, en fait, regarder la bienfaisance sous ce prisme relationnel nous permet, il nous semble, de regarder au plus près. Et là, on revient à ce que tu nous disais dans ta question, comment l'approche relationnelle des pratiques du bien permet de saisir au plus près ce que dire et faire le bien fait à l'ordre social, donc au maintien ou non, ou à la remise en cause de cet ordre social dans un contexte donné, sur un territoire donné. Merci. Du coup, je te repose une autre question qui est sur, là encore, votre démarche et le parti pris méthodologique que vous avez employé.
qui est double. Enfin, en tout cas, ma question va porter sur 2 points. Le premier, c'est comment est-ce que vous avez réussi à mettre en place et développer cette démarche comparatiste, à la fois entre différentes périodes, différentes situations de bienfaisance et de différents territoires donnés. Et peut-être la deuxième, c'est comment est-ce que vous avez réussi justement à appréhender aussi des variations d'échelle entre l'ultra-local, le transnational ou l'international, assez variées. Comment est-ce que vous avez pris tout ça en charge dans cette proposition qui, du coup, est très intéressante pour ça aussi? Et c'est effectivement une question qui a été au cœur de notre travail, de la conception de cette journée d'études à la réalisation de l'ouvrage. Et il s'agit bien d'une démarche comparatiste, comme tu l'as mentionné, et pas d'une comparaison classique, percée. Donc, on a voulu confronter différents regards interdisciplinaires sur un même objet. On a voulu mettre en discussion différents cas empiriques. Et ce faisant, essayer de dégager des régularités sociales tout en étant attentif constamment aux singularités des cas que l'on mettait en discussion. Donc, c'est pour ça qu'on parle de démarche comparatiste et d'un comparatisme de questionnement. Donc, comme je l'ai dit, en fait, il irrigue notre démarche depuis le début, puisqu'en 2017, lorsqu'on a organisé cette journée d'études, eh bien, on a fait attention à ce que notre appel intègre cette ouverture interdisciplinaire. Et on a été d'ailleurs très surprise des réponses, de la diversité des réponses que l'on a reçues. Et cette diversité nous a confrontés concrètement à des questions pratiques. Comment permettre une discussion lors de cette journée d'études qui ne se perde pas dans des éléments de contextualisation des travaux des uns des autres? Comment permettre un échange qui puisse se construire au-delà des spécificités des terrains de chacun et chacune, et des spécificités donc des terrains, mais aussi des ancrages disciplinaires. Et en gros, comment on peut comparer différentes manières de dire et de faire le bien. Alors, avec le recul, on s'est rendu compte que quelques éléments en fait, ont été assez précieux dans le cadre de ce travail, ont été précieux pour permettre cette dynamique de comparaison, de questionnement. Donc déjà, on avait demandé à tous les participantes et participants de préparer un court document en amont de la journée de 2-3 pages avec une série de questions identiques pour tout le monde. Et nous avons fait circuler ces textes, ce qui nous a déjà permis d'avoir une connaissance des travaux des uns des autres avant d'engager la discussion. Ensuite, on a eu des superbes discutantes qui ont accepté par la suite de continuer cet échange et cette discussion dans les introductions de parties. Donc ça a été aussi un élément très précieux. Et troisièmement, on a eu de très nombreux allers-retours dans l'écriture des chapitres parce que justement, cette comparaison, elle ne va pas de soi. En fait, elle se construit. Et elle s'est construite aussi dans les allers-retours dans la préparation de l'ouvrage. Donc concrètement, comment on a pensé et on a articulé, développé cette comparaison? Donc, on a une triple mise en dialogue. D'abord, on met en dialogue les différentes formes de faire le bien, de bienfaisance. Ensuite, on l'a déjà dit, mais je le répète, les différents terrains, contextes et moments où ces manières de dire et faire le bien se déploient. Et enfin, différents outils et approches disciplinaires. Et c'est en fait cette triple mise en dialogue qui nous a permis de faire varier les échelles et les temporalités, puisque c'est dans cette discussion qu'on a pu en fait faire varier les échelles et temporalités et saisir à la fois ce qui relève des trajectoires donc ancrées dans les histoires très locales et ce qui découle d'évolutions plus macro que l'on peut retrouver dans différents cas étudiés, par exemple les reconfigurations de l'action publique et les recompositions de l'état social qui donnent ou redonnent un rôle sur le devant de la scène aux acteurs du bien. Une autre logique, par exemple, qu'on a pu mettre au jour dans ce dialogue, c'est la professionnalisation des pratiques du bien et notamment la mise à la contribution de ces pratiques du bien des aidés, des bénéficiaires eux-mêmes. Et pour terminer cette question, cette réponse sur la comparaison, les contributions de l'ouvrage
donc là, on a différents cas qui sont comparés, mais on a aussi des contributions qui étudient les pratiques du bien sur le temps un peu plus long, à un moment donné, mais en retraçant aussi leurs émergences, leurs évolutions. Et en étant quand même très attentif, et c'est ça qui est quand même assez précieux, sur ce que les acteurs comprennent de ce qu'ils disent et ce qu'ils font lorsqu'ils font et disent le bien. Je sais pas si... Donc, attentif finalement à comment les acteurs comprennent leurs pratiques et énoncent leurs pratiques du bien selon les temporalités et les espaces. Pour donner un exemple, par exemple, je pense ici au chapitre de Michael Girardin, qui revient sur la pratique de la tzedaka. Et lui, pour le coup, il travaille sur la tzedaka, qui est une pratique du bien qui se déploie dans la Judée antique. Et il y a tout un débat sur est-ce qu'on peut parler de charité, est-ce qu'on traduit cela par la bienfaisance, comment est-ce qu'on traduit, en fait, on peut définir cette pratique. Et pour lui, donc pour sortir de cette impasse définitionnelle, Michael lui propose de revenir sur le principe d'action qui anime cette pratique du bien, donc de revenir au sens que donnent les acteurs qui font la tzedaka et qui est celui de la justice. Et dans cette perspective, la charité juive ne veut pas dire aider les autres, ne veut pas tant dire aider les autres que finalement manifester la justice de la personne qui fait le bien. Laura, peut-être une question pour toi, qui serait assez courte et qui a un peu repris justement l'introduction de chapitre de Myriam Catus. C'est en gros de quoi la bienfaisance est-elle le nom et à qui permet-elle de donner un nom? Dans notre ouvrage, cette expression des bienfaisances renvoie, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, renvoie à des pratiques du bien qui selon les périodes et les lieux dans lesquels elles se déploient, portent des noms distincts. Ainsi, pour reprendre les exemples de la première partie de l'ouvrage, elle donne les noms à la charité obligatoire dont parlait Sahar dans le judaïsme ancien, c'est le chapitre de Michael Girardin, à la philanthropie des amis américains des institutions culturelles françaises, ça c'est le chapitre d'Anne Monnier, aux pratiques du bien du Secours islamique en France, c'est Lucas Faure qui travaille sur ça, et à l'engagement au sein de la cause des chrétiens d'Orient. C'est Nathan Jaubert qui nous invite à cette réflexion. Donc ces contributions montrent que loin d'avoir des catégories évidentes et homogènes et immobiles, celles-ci se caractérisent d'emblée par un flou, par une ambivalence et par une polysomie même. Donc faire les biens apparaît comme un registre émique de l'action mobilisée par une pluralité d'acteurs et donnant lieu aussi à une diversité d'activités et des dispositifs. Voire plus, les auteurs ils soulignent le rapport subjectif aux mots et rappellent que les catégories mobilisées pour décrire ces différentes activités sont principalement mises en jeu et surtout mises à mal dans la pratique. Donc si on reprend par exemple le chapitre de Lucas Faure, il met en lumière la capacité du Secours islamique France à concilier, voire à jongler entre les différents registres, l'humanitaire, le social, la bienfaisance, la solidarité, les vivre ensemble, renforçant de cette manière l'assise sociale de l'organisation et son champ d'action en France. D'où la nécessité d'appréhender les mots du bien dans leur historicité, en prêtant attention à leurs étymologies. Ça nous intéressait beaucoup et finalement il y a eu peu de contributions sur ces points, mais vraiment les mots propres, les étymologies, les traductions, les usages, mais ceci aux enjeux de labellisation et au travail des cadrages des acteurs. En écho avec ce travail que Lucas a fait, Nathan Jaubert, qui d'ailleurs maintenant ils travaillent ensemble, montre comment la conflictualité autour des façons de faire les biens en faveur de la cause des chrétiens d'Orient influe aussi sur la manière dont les militants justifient, racontent et catégorisent ce que lui il appelle l'engagement bienfaisant. Et sa principale hypothèse est que cette conflictualité
tend à provoquer chez certains militants une atténuation de leur rapport aux religieux, notamment dans les cas de ceux qui, dans la carrière, au sein de l'institution, débutent. Il y a aussi les cas limites étudiés par Anne Money, qui illustre aussi ces enjeux de labellisation qui sont très intéressants. Et son étude de la philanthropie des American Friends, des institutions culturelles françaises, rappelle qu'il n'est pas évident de qualifier son acte, son activité de bienfaisante, et que cette qualification exige en réalité un travail quotidien. Et elle souligne comment la précaire légitimité de cette philanthropie transnationale doit constamment être retravaillée. Et en faisant cela, elle montre en creux tout ce qui est d'ordinaire passé sous silence, voire euphémisé dans la relation de l'aide, c'est-à-dire les questions de réciprocité, d'obligation, des conditionnalités ou inconditionnalités, les relations de domination aussi, ou encore les enjeux de pouvoir. Donc en gros, les auteurs de l'ouvrage, et surtout de cette première partie, prêtent une attention particulière aux mots tels qu'ils sont produits et mobilisés, mais prennent également au sérieux le flou définitionnel qui les caractérise et les transforment à leur tour en questions de recherche. Sarah, une nouvelle question pour toi, qui serait, en gros, est-ce que ces pratiques de la bienfaisance se raccrochent nécessairement à des économies morales et comment est-ce qu'on peut aussi les appréhender plus généralement dans la complexité des contextes dans lesquels elles émergent, elles évoluent et elles se façonnent. Cette question de l'économie morale nous invite à regarder, en fait, à observer les fondements moraux du bien auxquels s'adossent les échanges que l'on étudie, qui forment cette bienfaisance. Et elle nous invite aussi à regarder les incitations, les obligations administratives, juridiques, morales qui encadrent ces relations. Et lorsque là, on parle d'économie morale, on va spontanément, bienfaisance et économie morale, on va spontanément penser aux économies morales qui sont arrimées aux religieux. Et avec ce que faire le bien peut impliquer, par exemple, en termes de salut pour le bienfaiteur. Et ce qu'on a trouvé quand même intéressant dans les différentes propositions de l'ouvrage, c'est que de nombreux chapitres montrent cela, mais aussi la moralisation des destinataires du bien qui travaillent les politiques sociales et les activités des institutions d'assistance sociale. Donc, là, je pense à la bienfaisance publique qui se développe au 19e en France avec l'idée d'un pauvre méritant, celui qui est manifestement dans la capacité de se protéger soi-même, les enfants, veuves, les infirmes, avec l'idée que lorsque l'on est capable de se protéger soi-même, lorsqu'on quitte ce domaine des incapacités, eh bien, on entre dans celui des responsabilités individuelles des pauvres. Donc là, on a aussi une économie morale qui nourrit cet échange du bien entre l'institution sociale et de bienfaisance, l'assistance sociale et le bénéficiaire, qui est aussi traité par plusieurs contributions dans l'ouvrage. Ce que l'on peut aussi montrer ou souligner, c'est que la concurrence, en fait, entre les différents acteurs du bien que l'on peut observer se déploie aussi, dans certains contextes, sur le terrain moral. Là, je pense par exemple au chapitre d'Esther Sigilo sur les trajectoires de la charité islamique en Tunisie, où elle explique que, par exemple, en 2011, les nouvelles associations caritatives islamiques qui se créent ne sont plus, qui sont autorisées et qui se créent, eh bien, se présentent comme des acteurs sociaux alternatifs et proposent de mettre en place des manières alternatives de faire le bien, alternatives à l'État. Et pour ce faire,
il mobilise une référence aux religieux qui participe à cette distinction et qui permet donc de distinguer cette manière alternative de faire le bien. Et cela jusqu'en 2014 où on a un autre référentiel avec un autre référentiel moral, celui de la société civile porté par les organisations internationales qui est investi par ces mêmes acteurs. Donc, je dirais que, en fait, plus généralement, plutôt que de se demander est-ce qu'elle s'arrime toujours ou non à une économie morale, c'est que ce que montrent les chapitres, c'est que l'étude des économies morales en jeu permet de saisir en fait comment les pratiques du bien et leur référentiel se transforment, ne sont pas statiques et se transforment dans le temps et en fonction des changements sociopolitiques qui façonnent ces manières de faire le bien. Pour Laura, sur la question de, en gros, qui sont les acteurs et actrices de cette bienfaisance, comment est-ce qu'on peut appréhender leurs relations, leurs interactions dans des contextes, des périodes, enfin, des configurations différentes, et comment est-ce qu'on peut aussi envisager les relations qui façonnent avec leurs bénéficiaires. Oui, en effet, donc l'ouvrage met en lumière vraiment une pluralité d'acteurs et d'actrices qui prennent part à cette fabrique du bien, comme tu l'appelles. C'est aussi bien des individus, des institutions publiques, parapubliques, privées, des associations, des entreprises privées, des acteurs religieux ou encore des ONG internationales. Donc c'est une multiplicité d'acteurs qui revendiquent œuvrer, de manière désintéressée pour le bien des pauvres, tels qu'ils sont définis, hein, les pauvres, les indigents, les dépendants ou encore les migrants. Mais ceci, dans les cas des harmonies, de la culture, dans la conservation du patrimoine par exemple, ou même dans ton cas de la nation, sans que ces acteurs ne se rejoignent nécessairement sur ce que dire et faire les biens veulent dire. Et ces différents acteurs aux raisons d'agir et aux manières de faire très diverses s'attribuent une compétence sociale, se présentent comme porteurs de l'intérêt général et produisent des définitions des ayants droit et des causes légitimes. Et donc, plusieurs chapitres insistent notamment sur ces interactions concrètes que tu m'as demandé, entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, et sur comment ces échanges produisent des réajustements moraux et des réajustements des pratiques. Comme l'écrit Elise Massicard dans l'introduction de la deuxième partie, l'appréhension de faire le bien est liée à la relation morale qui engage tous les protagonistes. Et par exemple, je pense au travail du collectif EFA, qui est très intéressant et qui étudie les dissonances individuelles et les dilemmes moraux vécus par des bénévoles impliqués dans l'hébergement des migrants, des réfugiés au Royaume-Uni. Et pour justifier leur engagement, ces bénévoles mobilisent les figures du réfugié méritant, mais l'évaluation de ces mérites des bénéficiaires, qui est centrale d'ailleurs dans les logiques gouvernementales et bureaucratiques, donc cette évaluation induit des attentes et des critères d'ordre moral à leur égard que la pratique, en réalité, ne vient pas toujours confirmer. Et du coup, ces bénévoles, ils se retrouvent parfois déstabilisés, ils les racontent très bien, et sont amenés à réévaluer les cadres du mérite qu'ils utilisent dans leur pratique. Il y a aussi le chapitre d'Erwin Unfloro qui s'intéresse à ces ajustements à partir de l'étude des cas des paroisses catholiques parisiennes qu'il a suivies pendant des mois et des mois. Donc des paroisses qui organisent des maraudes auprès des sans-abri fondées sur l'accompagnement et non pas sur les dons.
Mais cette conception qu'ils ont de leur pratique du bien se heurte parfois, souvent, à l'incompréhension, voire au rejet des sans-abri qui demandent plutôt des dons matériels. Et du coup, on voit que les biens, c'est produit donc aussi d'un don et par la relation avec les aidés qui émettent des attentes et des critiques à l'endroit des prestataires. Il y a aussi les chapitres de Leila Drif qui est passionnant et qui montre la fabrique sociale de l'hospitalité envers les réfugiés syriens au Liban. C'est une fabrique sociale qui implique une grande diversité, une grande variété des protagonistes. Dans son cas, il s'agit des réfugiés syriens, des travailleurs sociaux des ONG locales, nationales et internationales, du personnel humanitaire des agences uniciennes, des bienfaiteurs privés, des bénévoles étrangers, bien sûr, les municipalités, mais aussi les voisins et les populations hôtes qui accueillent ces réfugiés. Et donc Leila, elle met notamment en lumière les tensions entre les uns et les autres, les tensions entre les réfugiés syriens, les individus précarisés de ces communautés hôtes et leurs aidants, et notamment autour de ce que doit recouvrir l'accueil bienfaisant. Et en fait, on voit avec son chapitre que pour de nombreux Syriens, cet accueil s'apparente à un dû, dès lors que, à partir du moment où l'accueil génère des bénéfices, des retombées économiques pour ceux qui les accueillent et les assistent. Et de l'autre côté, les populations hôtes, elles conçoivent elles conçoivent cet accueil comme une posture qui doit être récompensée et reconnue. Et du coup, c'est la gratuité même de l'accueil qui est mise en tension dans son inclination à générer des dépendances et des contreparties. Et ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est un des apports de ces chapitres et de l'ouvrage. Sahar, sur la question justement de cette relation entre bienfaisance et politique publique, plus généralement avec le politique, et l'idée de est-ce que se dessinent des paysages politiques de la bienfaisance dans ce volume que vous nous proposez. Ce lien entre bienfaisance et politique publique est travaillé surtout dans la troisième partie, mais on peut le retrouver dans les autres chapitres qui montrent tous qu'il est en fait important de rompre avec l'idée d'une histoire linéaire qui partirait de la charité religieuse et qui mènerait inexorablement à l'état social ou l'état providence ou le welfare, puisqu'on voit que les pratiques du bien précèdent l'institutionnalisation par l'État de la prise en charge des vulnérabilités, que les pratiques du bien accompagnent l'émergence des questions sociales et des différentes réponses qui leur sont apportées dans les contextes variés des études. Et on voit aussi que les pratiques du bien se poursuivent et se reconfigurent lorsque justement se transforment ces organisations du welfare. Donc en fait, l'introduction de Blandine Destromo est super à cet égard. En fait, quand on s'intéresse à cette relation entre bienfaisance et action publique, ou politique publique, ce qui estime en fait, intéressant, c'est de regarder les négociations et les arrangements, les tensions, les conflits autour du bon, et je mets des guillemets, du bon partage des tâches, du bon partage des responsabilités. Par exemple, du bon, c'est-à-dire considéré comme légitime, par exemple pour les gouvernants ou les législateurs à un moment donné, ou pour l'ensemble des parties prenantes de cette relation à géométrie variable dont on a parlé tout à l'heure. Puisque ce que montre aussi l'ensemble des textes, c'est que dans cette répartition, dans ce jeu de répartition de tâches et de responsabilités, se joue aussi la question de ce qui fait exister l'État ou de ce qui produit l'État dans un contexte social et historique donné. Et je sais que c'est des questions que l'on travaille aussi collectivement à l'IREMAM. Donc, c'est que plutôt que de poser cette question de la répartition
en termes de public-privé. Et comme en prenant ce couple binaire comme un peu allant de soi, ce que font pas mal, les chapitres de la partie 3, notamment celui de Laura, mais aussi celui de Leila Kouchakzadeh, de Anna Laura Turiano, mais je reviendrai dessus. Mais en fait, ce qu'on propose, nous, c'est de demander pour un contexte donné, quelle articulation entre responsabilité individuelle et responsabilité collective est dominante et socialement légitime. Entre qui donc, sont réparties ces responsabilités et de quelles tensions et conflits sont-elles le produit. Donc, pour revenir à ces deux exemples, je laisse Laura revenir sur son chapitre dans la discussion. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais là, je voudrais donner deux exemples. C'est le chapitre de Leila Kouchakzadeh qui lui porte sur le mouvement de fondation d'écoles dites nouvelles en Iran, dans le tournant des 19e, 20e. Et ce qu'elle montre, c'est que la frontière entre charité islamique traditionnelle, philanthropie privée et action étatique est floue, poreuse et mouvante dans l'Iran de la fin du 19e. Et elle montre en fait comment ce flou est un terrain de négociation sur cette répartition de responsabilités dans la prise en charge de l'éducation en Iran. Et dans ces négociations, en fait, ce qu'elle montre, donc on va un petit peu par étapes, comment se construit l'État moderne iranien. Le chapitre de Anna Laura est aussi très intéressant pour cette question, puisque lui, il porte sur une association de promotion de la santé, créée dans les années 30 par un collectif de femmes issues de la notabilité kérote du Caire, et elle montre sur une quarantaine d'années, pour le coup de 1930 à 1970, les évolutions du partage des tâches entre l'État et le secteur associatif. Et dans ces évolutions du partage des tâches, elle montre en creux les transformations de l'État égyptien et de ses politiques sociales. Donc voilà, c'est une question qui… tu as demandé si on pouvait parler donc, des territoires politiques de la bienfaisance. Nous, c'est aussi, on a mobiliser le terme des mondes de la bienfaisance pour à la fois mettre ensemble, pour tenir ensemble cette question du rapport du bien à la chose publique, cette pluralité d'acteurs, la question des circulations aussi et des jeux d'échelle. Laura, peut-être sur la question de l'économie, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une économie de la bienfaisance et quelle est-elle? Et puis comment est-ce que les différentes contributions du volume permettent de penser l'interrelation par cet intermédiaire, voilà, cet observatoire qu'est la bienfaisance, l'interaction, bénévolat, travail? C'est une question qui est en effet assez pressante dans l'ouvrage, notamment dans plusieurs chapitres, surtout de la deuxième partie. Donc, c'est des chapitres qui s'intéressent des prêts au sous-sol économique de cette bienfaisance et qui rappellent la centralité de ces dimensions dans les échanges quotidiens, que ce soit du point de vue de leur matérialité, donc en gros, qu'est-ce que l'on donne, des modalités par lesquelles elles sont mises en œuvre et aussi des échanges symboliques ou matériels qu'elles nourrissent. Donc, je pense notamment au chapitre des Sylvain Bordiec qui propose une analyse très intéressante du marché de l'aide alimentaire en France et s'intéresse aussi aux incitations et aux obligations morales à faire le bien. Donc son chapitre expose la nécessité pour les directeurs des magasins de concilier profit financier et pratique du bien, luttant contre une précarité qui par ailleurs ils contribuent à produire. Et donc il nous montre comment la bienfaisance dans ces jeux devient au bout du compte un commerce dont l'importance et l'amplitude sont voilées par ce qu'il appelle, en empruntant aussi, je ne me rappelle pas quel auteur, une éthique libérale de la générosité, invitant aussi à interroger plus largement comment les pratiques du bien sont traduites dans les capitalismes, dans les systèmes capitalistes. Mais également, dans un mouvement contigu, comment celui-ci intègre ces activités qui se déroulent souvent en dehors de son contrôle. Et comme l'écrit Sylvain,
il s'agit de faire acte de générosité à la condition d'une fiscalité généreuse, minimisant les pertes et d'argent liées aux denrées invendues. Et voilà, ça c'est d'un côté. L'autre partie de ta question concernant l'articulation travail-bénévolat, il y a plusieurs chapitres qui étudient, qui s'intéressent à cette question de la mise en contribution des bénéficiaires dans les pratiques du bien, des individus qui sont souvent dans des situations économiques précaires et qui sont conduits à travailler gratuitement pour assumer eux-mêmes les prestations dont ils vont bénéficier. Et du coup, ce qu'on peut se demander, c'est dans quelle mesure la bienfaisance peut-elle aussi donner lieu à des formes d'exploitation. Et c'est notamment le chapitre d'Agnès Aubry, qui dialogue par ailleurs avec les chapitres de Leila Drif, et à la suite, elles ont travaillé ensemble aussi. Donc, les travaux d'Agnès met en lumière la mise au travail des bénéficiaires qui deviennent bénévoles ou intermédiaires de la bienfaisance. Elle étudie ça en Suisse et elle montre comment l'intégration d'acteurs associatifs qui étaient auparavant autonomes dans des formes de délégation du service public induit souvent une augmentation des ressources financières, mais aussi des contraintes auxquelles ces acteurs doivent faire face, et ce qui produit à son tour une transformation des pratiques et une redéfinition des rôles. Et du coup, dans ces cadres, le bénévolat sur lesquels a longtemps reposé la bienfaisance ne disparaît pas, mais devient une forme de travail bienfaisant parmi d'autres. Et la bienfaisance n'est plus forcément liée ou exclusivement liée à un engagement gratuit. Mais les conditions salariales restent précaires dans ces milieux et le travail gratuit reste indispensable en réalité pour les fonctionnements de ces structures. Et donc Agnès, elle constate que quand il y a une cohabitation entre les bénévolats avec le salariat, il y a des processus de division du travail qui apparaissent, mais aussi une distinction entre salariés et bénévoles. Et la construction de la légitimité professionnelle des premiers, des salariés, s'appuie sur la mise à distance des pratiques bénévoles qui sont dévalorisées financièrement, mais aussi symboliquement, car en fait, c'est que l'étudie, dans les cas qu'elle étudie, ce sont certains bénéficiaires migrants qui sont recrutés comme bénévoles dans la structure qu'elle étudie. Et en fait, leur exclusion du marché du travail formel, parce que de par leur statut précaire légal, les rend disponibles pour travailler bénévolement. Mais c'est une mise à contribution qui renforce donc la division du travail et la hiérarchisation du travail entre salariés et bénévoles, mais aussi entre Suisses et migrants. Et ça, c'est vraiment aussi très, très intéressant. Dans le prolongement, Antoine, à partir de ton cas d'étude, ou plus largement, comme tu préfères, mais est-ce qu'on peut parler du coup de professionnalisation de la bienveillance ? Dans le cadre de mon chapitre, donc qui en fait tient lieu d'une illustration que je tirais de ma thèse, qui était d'étudier l'action charitable bienfaisante des fondations pieuses, donc ce qu'on appelle en Afrique du Nord les habous, mais aussi les awqaf, le pluriel de waqf, donc les fondations pieuses, qui parmi toutes leurs attributions et l'usage quelque part qui est fait de ce patrimoine, ont des tâches d'assistance publique à destination des populations les plus indigentes, mais aussi plus généralement à tous les Tunisiens dans un cadre de prévoyance sociale en fait, contre les accidents du travail, contre la maladie, faute d'une législation sociale idoine, adaptée, qui est généralement réservée aux seuls Français dans le cadre colonial. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce que la professionnalisation ? On peut la définir par deux grands mouvements. D'abord, c'est la définition d'un statut de travailleur, c'est-à-dire qu'il y a un travailleur muni d'une formation, d'un statut juridique, d'une rémunération régulière dans le cadre de l'action sociale. Et deuxièmement, c'est une spécialisation, c'est-à-dire que ce travailleur est formé et se spécialise dans une action sociale particulière. Alors, qu'en est-il de ces deux spécialisations ? Pour la première, avant d'y venir et pour parler d'abord du statut,
La Fondation Pieuse, la professionnalisation de la Fondation Pieuse, ce serait le passage en quelque sorte d'action charitable des hommes privés, entre guillemets, même si on a dit à plusieurs reprises que cette notion devait être discutée, au travail d'un fonctionnaire qui serait un fonctionnaire des Fondations Pieuses, un fonctionnaire de l'action sociale au sein d'un gouvernement. Ce mouvement de professionnalisation commence dès avant la période coloniale, dans les années 1870, à l'époque où la Tunisie est encore une province ottomane autonome, sous l'action du grand vizir Khaireddin, donc l'introducteur en quelque sorte des tanzimat au sein de la province ottomane, et qui va former en 1874-75 ce qu'on appelle en arabe la Jam'iyat al-Awqaf, donc l'association, mais plus exactement le ministère des Fondations Pieuses, qui va conférer des méthodes de travail, des bureaux, un salaire, une rémunération fixe en grande partie à la plupart des agents des Fondations Pieuses qui jusqu'à présent étaient soit rémunérés selon des conditions locales, soit s'exercer bénévolement dans le cadre des bureaux des Fondations Pieuses à l'échelle d'une ville, par exemple, ou d'une tribu. Ce début de centralisation est plus arrêté que prolongé par les Français. La fonctionnalisation complète de ces agents des Fondations Pieuses est empêchée par des motifs budgétaires, c'est-à-dire que la Jam'iyat al-Awqaf a son propre budget pendant toute la période coloniale, et l'État colonial ne veut pas l'intégrer à ses propres ressources, en considérant qu'il s'agit d'une œuvre religieuse, donc privée, puisque les Français vont en quelque sorte, contre l'avis des acteurs tunisiens, imposer leur vision héritée de la Troisième République, qui sépare très nettement une action de l'assistance laïque contre une action charitable, là où la plupart des acteurs tunisiens, eux, ne l'opposaient pas. Donc, professionnalisation incomplète s'agissant du statut, puisque même s'il y a des rémunérations qui existent, elles ne se traduisent pas complètement dans l'assimilation au statut des fonctionnaires. Après, il y a la question de la spécialisation. Pendant toute la période coloniale, et que ce soit d'ailleurs en Tunisie, mais aussi en Algérie et au Maroc, l'action sociale ne fait pas vraiment partie des politiques publiques du gouvernement au sens strict. Il n'y a pas de ministère de l'action sociale avant les indépendances. En revanche, il y a une intervention donc, de ces fondations pieuses, d'associations privées ou semi-privées, même s'il y a des personnages publics qui sont à sa tête, les sociétés musulmanes de bienfaisance, et l'État n'intervient avec ses lignes budgétaires et avec une action prononcée sur un plan financier uniquement en cas de grandes catastrophes, notamment lors des famines, mais de façon générale, on peut dire que l'action sociale est restée dans la sphère du point de vue des cadres coloniaux, donc, du secteur dit traditionnel, donc qui faisait pas partie des plans d'investissement de la puissance coloniale. Et ce, jusqu'à la fin jusque dans les années 50. Dernière question, mais est-ce que, justement, là encore, à partir de ton cas d'étude, on peut parler de sécularisation de cette bienfaisance? Et tu l'as déjà un petit peu évoqué ici, mais quelles en sont du coup les implications au niveau du fonctionnement administratif? Oui, parce que en fait, finalement, la sécularisation serait une façon d'interpréter la professionnalisation dans la sphère religieuse. Comme l'a dit Sahar tout à l'heure, et comme les historiens de toute façon de l'époque moderne de l'Europe l'ont déjà montré, il n'y a pas passage entre un monde de la charité religieuse à un monde de l'assistance laïque. D'autant plus que la notion de sécularisation est évidemment particulièrement complexe dans le monde arabe, dans le monde musulman, comme on le sait bien ici, mais aussi plus particulièrement dans le contexte colonial. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a, en apparence, une forme de sécularisation. C'est-à-dire qu'en 1956-57, au moment de l'indépendance de la Tunisie, les habous sont abolis, les fondations pieuses sont abolies par Habib Bourguiba arrivé au pouvoir, si bien que un ministère de l'action sociale prend la place de cette administration religieuse. Donc, très clairement, dans le langage, celui qui était celui de la fondation pieuse, c'est-à-dire qui est une fondation donc qui exprime un acte de piété de la part d'un musulman, c'est-à-dire que l'argent qu'on consacre à cette fondation inaliénable, comme on le sait, est réputé s'adresser à des œuvres agréables à Dieu, ce langage-là disparaît au profit d'une assistance aux plus démunis dans le cadre, disons, d'un système socialiste, ou en tout cas proto-socialiste à ce moment-là, du fait d'une mission qui serait à l'État. Mais quand on regarde les choses plus en détail dans les archives, par exemple, de la Jam'iyat al-Awqaf qui sont conservées aux archives nationales de Tunis, le registre religieux, donc, qui tourne tout autour d'un champ lexical que Laura a déjà évoqué, mais qui en arabe est autour donc, de la zakat, l'aumône obligatoire, mais aussi de la sadaqa, autour de la racine en fait sadaqa qui témoigne de la bienfaisance et de la générosité. Ce langage-là ne s'oppose jamais à celui de l'efficacité bureaucratique et là aussi d'une forme de professionnalisation. Et en fait, cette sécularisation, de fait, elle procède plutôt de conditions sociales et économiques plutôt que d'un irrésistible changement au sein d'un paradigme, disons, fondamentalement lié à ce que serait la transformation de l'islam. Ces transformations économiques, elles sont assez simples, c'est-à-dire que
Au départ, finalement, qu'est-ce que ce sont les fondations pieuses? C'est de l'argent venu de la culture des terres, notamment la culture de l'huile d'olive en Tunisie très spécialement. Donc la générosité de ces fondations est indexée au cours de l'huile d'olive, qui est fort mauvais, notamment à partir des années 1930. Et ce patrimoine immobilier est dilapidé progressivement par la puissance coloniale, très sciemment, au profit de la colonisation foncière, au profit aussi d'autres formes de gestion de la terre qui défavorisent les biens habous qui sont vendus. C'est aussi un choix politique. C'est-à-dire que très nettement, contre l'avis de la plupart des ministres tunisiens et des acteurs des fondations pieuses, qui eux se réclament d'une action publique qui est à la fois publique et religieuse, et ne voient aucune opposition entre le fait d'être un fonctionnaire et d'être en même temps quelqu'un qui travaille pour une fondation pieuse, l'État colonial a laissé mourir en quelque sorte cette partie de l'État colonial, estimant qu'il s'agit d'un témoignage du passé qui doit disparaître. Vision, comme on le voit, que Habib Bourguiba reprendra aussi pour des motifs politiques à l'indépendance. Donc on voit en quelque sorte voilà, que cette sécularisation qui est objective répond à un contexte particulier, et j'espère que cela illustre tout le sens de notre conversation aujourd'hui. Peut-être qu'on va prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle ou en ligne. Un cas extrême, peut-être, c'est de faire du mal au nom du bien. Je pense que, est-ce que vous êtes penché aussi sur ce type d'action, ou est-ce que vous pensez être penché? Je pense, par exemple, quelque chose que peut connaître Laura, tout ce qui a été l'enlèvement des enfants aux filles mères sous l'Espagne franquiste au nom de la protection de la famille, ou en Argentine, où on a vu ça, bien sûr, dans d'autres pays comme je dirais, les pays qui relèvent aujourd'hui du Royaume-Uni. Comment, finalement, au nom de la protection de la famille, et de l'éducation, de la bonne éducation des enfants, on a privé les mères de leurs filles, de leurs filles et de leurs fils. Ou est-ce que des cas extrêmes de ce que j'appellerais de paternalisme patronal qui, contre le syndicalisme, a développé des formes de charité visant clairement à empêcher toute revendication entre guillemets révolutionnaire, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé dans votre livre? Donc, finalement, faire du mal au nom du bien, qui est une formule bien sûr caricaturale et provocatrice, mais effectivement, enlever des enfants à une femme, c'est quelque part faire du mal, mais c'était perçu, si on prend le cas du régime franquiste ou des différents régimes latino-américains, comme une bonne action au nom de la famille, mais aussi au nom de la bonne éducation de l'enfant perverti par sa mère qui n'avait pas su avoir de mari ou qui était partie dans des mouvements révolutionnaires, etc. Après, moi, ça me fait penser aussi à tous les débats qu'il y a actuellement au Canada avec les pensionnats où les populations autochtones, les enfants, ils ont été mis des forces et parfois assassinés, enterrés, etc. Et tout ça, c'est en train de sortir maintenant. Non, nous n'avions pas reçu pour notre... En fait, c'est une question très, très intéressante, mais il n'y a aucun chapitre qui explore ce type de cas. Il y a des chapitres qui insistent vraiment sur les tensions, sur les faits des dominations, sur l'exclusion, sur les laissés pour compte, mais il n'y a aucun chapitre qui explore concrètement c'est faire le mal au nom du bien. Et ça, on organise avec Sahar j'ai fait la publicité, une section thématique dans le cadre du prochain congrès de l'Association française des sciences politiques. On a reçu beaucoup des propositions et on va les regarder. Peut-être il y aura des propositions dans ce sens. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, il n'y a pas de chapitre qui porte directement sur cette formule du mal au nom du bien. Mais en fait, ce que ta question soulève, Vincent, comme nouvelle question, c'est c'est cette idée que derrière le bien, on a différentes représentations et différentes conceptions de l'ordre social et moral qui sont véhiculées. Et ce dont tu parlais, on pourrait le lire aussi, plutôt que du mal au nom du bien, enfin, faire du mal au nom du bien, c'est le conflit, la violence, le conflit, les tensions entre différentes conceptions du bien aussi, puisque c'est quand même, ça reste au nom du bien que... Donc, c'est de déconstruire en fait ce label et de voir ce qui se joue derrière. Et ça, plusieurs chapitres de l'ouvrage le font en montrant, par exemple, pour venir sur le chapitre d'Anna Laura Turiano, c'est qu'elle montre qu'en faisant le bien, mais ça c'est quelque chose d'assez classique, mais que cette association
ne vise en aucun cas à transformer les hiérarchies sociales et à donner une nouvelle place aux pauvres dans la société égyptienne. Donc, c'est le fait de reproduire des formes de hiérarchisation sociale et de solidifier, naturaliser des formes d'inégalité sociale, on peut aussi dire que l'on fait du mal. Enfin, voilà, en tout cas, c'est de sortir de cette conception bien-mal, donc de cette lecture morale, et de voir en fait comment, en gros, en fait, ce que ça fait à nouveau à l'ordre social tel qu'il est à un moment donné. Et donc ça, je dirais que plusieurs chapitres de l'ouvrage le font. Je m'étais dit effectivement la même chose, oui. C'est-à-dire que ce que dit le chapitre de Naudar Turiano, c'est finalement effectivement ce que les historiens de la pauvreté ont montré pendant assez longtemps en Europe, quoi. C'est-à-dire que là, il s'agissait plutôt d'un dessin conservateur aussi, enfin aider, mais aider pourquoi? Ce qui, dans les temps, se transforme aussi, parce que oui. On voit aussi avec les chapitres portant sur des pratiques plus contemporaines qu'il y a parfois aussi une volonté de transformer un ordre social qui ne satisfait pas. Je pense notamment au chapitre du collectif EFA où les bénévoles s'engagent dans l'accueil des migrants puisque leur pays, leur État ne les accueille pas et du coup, voilà, eux, ils s'adonnent à ces pratiques qui, en même temps, voilà, comme je l'ai dit, les déstabilisent et mettent à l'épreuve leur figure encore une fois, du bon, du méritant, qui est le bon, qui est-ce que les méritants, qui est... Cet épisode de Livre Emam est terminé. Merci beaucoup aux 3 intervenants et merci aux auditeurs, aux auditrices sur place et en ligne. Je vous rappelle le nom de l'ouvrage qui est donc Le monde de la bienfaisance et donc co-dirigé par Laura Ruiz de Elvira et Sahar Aurore Saednia, aux éditions CNRS édition donc en 2020. Je vous rappelle aussi que vous pouvez revoir cette présentation sur la chaîne YouTube de Lire Emam, mais aussi la réécouter en podcast sur encore Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et bientôt sur plein d'autres plateformes. Donc voilà, je vous invite aussi à retrouver Livre Emam le 3 décembre prochain autour de la présentation du livre de Samia Langar. Donc le livre s'appelle Islam et école en France, une enquête de terrain. Donc voilà, donc on vous attend avec impatience le 3 décembre prochain pour la prochaine édition de Livre Emam. Merci beaucoup à toutes et tous.